Pour organiser la parole entre vous, pour savoir qui veut répondre à quoi, qui veut réagir sur quoi. D'accord. Voilà, donc je vous quitte et je vous rejoins. Voilà, levez les mains, on va commencer ici. Essayez de pas être trop long. J'ai une question. Bon, par rapport à ce que vous dites, on voit et on sait, parce qu'on en fait partie, qu'il y a un foisonnement de la société civile, il y a une bonne volonté de la société civile, une conscience de la société civile. Mais il y a un vrai problème au niveau étatique, c'est-à-dire on peut bien avoir toutes les bonnes intentions du monde quand la législation fait que par exemple on peut pas produire du pain avec une farine qui n'a pas été bourrée aux pesticides en Amérique latine par exemple. On se retrouve pieds et poings liés parce que toutes les bonnes volontés de la société civile n'ont pas un relais étatique ou gouvernemental ou législatif qui puisse imposer. Vous parliez, Pablo, de l'emprisonnement qu'on est, de devoir être forcé à aller acheter notre nourriture au supermarché et la disparition des commerces de proximité. Ma question c'est, comment est-ce qu'on fait, vous avez parlé du macro, pour que toutes ces initiatives de la société civile soient relayées par véritablement un gouvernement qui ne soit pas dans l'inertie mais qui nous soit à notre écoute. J'aimerais bien que finalement il y ait une sorte de révolution de la société civile, mais ça fait des années qu'elle devrait avoir lieu et qu'on n'arrive pas à ce que ça explose. Vous parlez de colère, je me demande quand est-ce qu'elle va exploser. Ma question elle est là. Il me semble que le problème c'est d'en haut et les décisions d'en haut et je pense qu'on est otage d'un système qui nous dépasse et qui ne nous convient pas. Moi je me posais juste la question sur le mot effondrement. Parce que c'est évidemment, donc ça peut faire réagir et je pense que c'est pour ça. Et pourquoi ne pas parler simplement de transformation, ce qui est déjà quand même plus porteur et plus, voilà, me semble-t-il. Et après, évidemment, tout ce que vous dites, on aimerait tellement que les consciences, votre conscience soit répondue. Je suis plus d'accord avec le positionnement de l'un et l'autre, c'est-à-dire faire avec toutes ces bonnes volontés, ces gens conscients qui montrent des choses qui vont entraîner petit à petit, mais tout ne peut pas se changer, on ne peut pas changer tout le monde comme ça. Et effectivement, je trouve ça bien plus pertinent de faire avec ce qui existe. Il faut bien faire à partir de ce qui est maintenant. Et bon, c'est un principe de réalité. Alors évidemment, vous parlez d'imagination, etc. Moi, j'ai envie de rêver aussi. Mais en même temps, j'ai toujours un principe de réalité qui me fait penser que il faut composer avec ce qui est maintenant, aujourd'hui, que la conscience que vous avez, vous, d'une façon de vivre qui va être respectueuse de tout ce qui vit, qui va nous renouer à notre humanité, et qui est absolument important, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, le monde, en faisant un état des lieux de comment sont les choses, ça peut se faire que progressivement, et il faut donc faire comme le suggère plutôt Bruno Rebel, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi travailler avec même les causes, avec L'Oréal, avec tout ça, pour faire bouger les consciences à tous les niveaux, pas seulement, même chez les riches, même chez les puissants, même chez les... puisqu'on ne peut pas faire, il faut faire ensemble, et voilà, c'était juste une remarque. Bonsoir. Moi je voulais revenir à la COP21, j'ai suivi un petit peu les discussions intermédiaires qui ont eu lieu. J'ai l'impression qu'il y a deux COP différentes. Il y a d'une part les gens qui viennent et les pays qui viennent pour réduire le réchauffement climatique et d'autre part ceux qui viennent pour s'adapter au réchauffement climatique. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que en gros on est dans une suite du colonialisme après le néocolonialisme en gros qui a commencé dans les années 60. J'ai vraiment l'impression qu'on est face à un vrai débat qui porte sur ce qui s'est passé pendant un siècle et demi. C'est-à-dire que les pays du Sud veulent qu'on leur donne de l'argent pour s'adapter au réchauffement climatique, dont en gros, ils perçoivent qu'il est inéluctable d'une certaine manière, et les pays, entre guillemets, développés veulent plutôt prétendre réduire le réchauffement climatique. Et donc j'aimerais bien vous entendre sur ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, et pour moi il y a vraiment une continuité quasiment historique sur l'exploitation des pays et maintenant des ressources de la planète, etc.
Non, moi je veux dire simplement que, évidemment, le problème c'est qu'au niveau international, on est quand même dans un système effectivement où il y a une certaine hiérarchie qui aboutit au fait que dans la crise du système économique mondial, l'option qui est choisie par les États dominants dans le système international, c'est justement de se réaccaparer les ressources naturelles des pays dits du Sud pour précisément en faire de nouvelles, sanctuariser si j'ose dire, d'en faire de nouvelles places fortes à partir desquelles ils vont pouvoir ensuite en quelque sorte réamorcer des logiques d'accumulation financière. Après on verra, vous verrez dans les prochaines années certainement, de nouveau les ressources naturelles, certaines d'entre elles en tout cas, être vendues beaucoup plus cher que ce qu'elles valent en réalité, parce que c'est une valeur refuge en quelque sorte de la spéculation financière. Bon, donc on est dans ce schéma-là et donc il se retrouve dans les négociations transversales. C'est vrai aujourd'hui sur le climat, ce serait vrai sur d'autres, c'est vrai dans les logiques commerciales. C'est pour ça que, je veux dire, tout ce que j'entends, on ne peut pas dissocier les choses à mon sens entre ce qu'on peut faire individuellement, ce qu'on peut faire dans des communautés type village ville en transition, ce qu'on peut faire dans des réseaux militants, ou ce qu'on peut faire. On n'a pas vraiment, si vous voulez, le choix de l'offre, quoi. Il faut tout faire. Il faut avoir des stratégies tous azimuts aujourd'hui, qui sont à la fois des stratégies de résistance active, hein, de désobéissance individuelle et collective par rapport à ce qu'impose le système, ce qu'il impose par ses lois, par ses États, mais aussi par ses modes de vie, par la question du consumérisme qui nous affecte tous, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas ici, regardez la salle, on n'est pas complètement affranchi de ces problèmes-là. Il suffit de nous regarder. Hein, il suffit de voir qu'on a des lampes là, qui sont en train de faire très chaud et qui sont certainement des dépenses énergétiques bien au-delà de ce qu'il faudrait. Bon, mais tout ça, c'est pas pour nous affliger. Voilà, c'est un combat permanent à tout moment dans les zones dans lesquelles on peut travailler, qu'on soit militant, qu'on soit pas militant. Et moi, dans cette liste-là, je pense que, pour répondre à ce que vous disiez, madame, je pense que l'échelon des États est très important. Les États ne feront rien pour nous, jamais, ils ne feront rien pour nous. Les États n'ont aucune affection, aucune émotion. Les États ont des intérêts, ils les défendent, et dans les intérêts, dans les États, il y a des intérêts qui défendent les leurs au sein de l'État et qui se battent contre d'autres pour avoir l'hégémonie, etc., etc. C'est la loi du genre. Donc moi je pense que là aussi, ça nous impose de réfléchir à la question justement politique, au sens noble du terme, pas au sens politicienne ou électoral, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est par l'action collective dans la sphère publique qui intègre la question des institutions et de l'État en particulier qu'on pourra aussi agir. Parce qu'un État, par exemple, comme celui de la Bolivie en 2009, j'étais à Copenhague. Pourquoi ça a foiré Copenhague en 2009? C'est une anecdote comme ça. Ça a foiré en particulier parce qu'il y a un petit État qui représente rien du tout, ou peu de choses en termes de puissance économique et démocratique si, mais économique, qui est la Bolivie. La Bolivie a mis un boxon littéralement dans les négociations à Copenhague parce que la Bolivie a pris la tête d'une petite coalition de pays du Sud qui pèsent pas grand chose par le poids économique mais qu'on fait une démonstration qu'on peut peser très fort même quand on a un petit pays, quand on a un petit État, à partir du moment où on met la politique au poste de commandement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une volonté qui a été exprimée, après on peut discuter d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez envie, mais on peut discuter des positions de la Bolivie sur ces affaires-là, mais qui a littéralement refusé la logique en fait de Copenhague, la continuité du protocole de Kyoto, qui a refusé l'idée même du concept d'un marché du carbone au niveau international, et qui a opposé à ça une logique vraiment très politique, de changement de système économique. Eux ont assumé l'idée que la seule manière de s'en sortir réellement, c'était de sortir du capitalisme, qu'il fallait revoir les règles des mécanismes, des relations entre les États, justement, parce qu'ils ont toujours compris qu'on ne pourrait pas sortir de cette affaire-là sans revoir la question des États au niveau international, et que l'État, comme notre vie personnelle, était aussi un terrain de combat. Voilà, pour ceux qui veulent changer le monde, on doit passer par tout ça sans opposer ou sans prioriser, je dirais. Hein, ensuite, ce qui fait, à mon avis, pratiquement les avancées qu'on peut avoir à des moments donnés, c'est pour ça que l'histoire n'est pas étapiste, c'est que tous les combats, toutes les luttes sociales, elles sont basées sur des flux et des reflux. Il y a des moments où on peut avancer, des moments où on recule. Il y a des moments où on est faible et des moments où on est plus fort. Ça se construit par les conflits, par tout ce qui, par les opportunités qu'on peut avoir. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue cet horizon-là, parce que sinon on se perd soi-même. Voilà. Donc il faut bien comprendre que tout ça c'est lié. Ça fait un multiple, mais ça fait un quand même. Donc voilà pour moi comment il faut faire. Je pense que la question des États est déterminante parce que les États sont des pouvoirs globaux. Moi je suis contre ces discussions sur est-ce qu'il faut du supranational et du national. C'est pour moi une
une connerie ce genre de débat. Parce que les États sont précisément les deux. Ils sont l'interface entre des sociétés réelles et les pouvoirs globaux. Agir dans l'État, c'est agir pour plus de contrôle de la société sur l'État et agir pour des États qui mènent des politiques de rupture au niveau international. Ils sont capables d'obtenir des résultats pour que nous, derrière, on puisse avancer et faire valoir nos idées et nos propositions pour précisément dessiner cet autre monde dont on n'a pas le choix de continuer à en dessiner les contours. Hein, parce que sinon, effectivement, on est tous morts. Merci. J'ai pas trop envie de rentrer dans cette discussion sur les États, juste que je pense qu'il y aura des rapports de force dans le monde de la transition et des gentils écologistes. Alors on pense, je vais citer des noms, mais il y a les colibris, la revue Kaizen, il y a plein d'écologie gentille qui sort, et c'est très bien, et ça fait rêver, etc. Et je reprends du coup la question, pourquoi on a mis les pieds dans le plat et on a parlé d'effondrement? C'est justement pour ça, c'est parce que je pense que pour entrer en transition, il faut s'être pris un coup de poing dans le ventre. Il faut avoir touché là, il ne faut pas rester dans la tête. Je pense qu'une prise de conscience, on parlait tout à l'heure, il faut plus de prise de conscience, ça ne suffit pas. Pour le mettre en œuvre pour vous, mais c'est au niveau collectif. Oui, au niveau collectif. Une prise de conscience, ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à bouleverser. Et en fait, si on reste que sur les petits potagers, c'est chouette, les petits trucs et tout, c'est bien, mais ça suffit pas du tout, les amis. Il y aura des luttes, des rapports de force incroyables, il y aura de la politique, il y aura des climats insurrectionnels, il y aura et ça peut déboucher sur une révolution ou sur un truc horrible. Et ça dépend des pays, ça dépend des régimes qui sont actuellement en place, ça dépendra des régions, ça dépendra du climat, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'on a appelé la mosaïque de l'effondrement. Ça ne sera pas du tout homogène, ni linéaire, mais alors pas du tout. Et justement, chacun avec sa sensibilité participera à chaque échelle. Il y en a, ils vont être sensibles à l'Europe, d'autres aux États, d'autres au quartier, à la rue en transition, à la municipalité. Voilà, après on y va, ça va être un gros bordel. Et c'est... Rien n'est écrit. Le message, ça va être difficile, mais on ne peut pas ne pas y aller. On doit y aller avec une sorte de posture que Johanna Macy, c'est une activiste américaine qu'on appelle éco-psychologue, c'est un mot bizarre, mais en tout cas, elle fait des travaux passionnants. Elle est spécialiste du bouddhisme et des systèmes, de la théorie des systèmes, et c'est vraiment passionnant ce qu'elle dit. Elle propose une posture qui est de espoir actif, active hope. Et c'est pas... Souvent on conçoit l'espoir dans nos sociétés, là, le terme le plus commun c'est de dire que il faut de l'espoir, ça veut dire entre guillemets la certitude que ça va réussir. Je m'engage dans cette voie, ce chemin, parce que les modèles montrent et les scientifiques montrent et l'expérience passée montre que ça réussit. C'est pas ça l'espoir. L'espoir actif, c'est je sais pas du tout si ça va réussir. On est dans le brouillard complet, on arrive dans l'anthropocène, le monde de l'imprévisible, de l'irréversible. On est totalement dépourvu, notre science a peu d'outils pour entrer dans dans ce monde d'incertitude, vraiment d'incertitude, et on passe beaucoup de temps dans le livre à le décrire. Mais on est dans le brouillard, notre voiture a quitté la route dans le brouillard. Maintenant il va falloir pas être dans le command and control, mais plutôt dans réagir, s'ajuster, s'adapter. C'est pour ça que toute la littérature de la résilience est très importante, et c'est un bouleversement imaginaire qu'on raconte un peu dans le livre sur la résilience, le petit livre vert qui vient de sortir. Tout ça pour dire que l'espoir actif, c'est cette posture de je sais pas si ça va réussir, mais je sais qu'on a le devoir de s'y atteler ensemble, parce que on sent que ce chemin on est vertical, on est ancré, ça correspond à notre éthique et on y va. Et on n'attend pas qu'on ait les certitudes que c'est bon, quoi. Tout à l'heure Renaud disait il ne faut pas fermer des chemins. Alors tout à l'heure je disais aussi faire le deuil, il faut faire le deuil d'un avenir qu'on s'était imaginé. Et ça c'est dur, c'est violent, mais ça ouvre beaucoup d'avenirs. Et on a le devoir justement d'imaginer ces chemins et ces avenirs. Ça ouvre beaucoup de voies. L'effondrement, on a
pas pris la métamorphose d'Edgar Morin, la mutation d'Albert Jacquard, la transition de Rob Hopkins. Tout ça, ce sont des euphémismes qui finalement cachent un peu aussi la dureté, l'âpreté de ce qui arrive. On a voulu, encore une fois, mettre les pieds dans le plat et dire c'est ça, on peut plus. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir plein de choses positives et des nouveaux chemins. Mais il faut appeler un chat un chat. C'est un effondrement. Je laisse parler à ça. Alors, pendant que je me rapproche du prochain intervenant, de la prochaine intervenante, Bruno, quelques mots, mais essayez d'être un petit peu plus court. Je vais essayer de répondre à la question de monsieur sur adaptation versus réduction. Ma lecture, moi, c'est que les négociateurs se rendent compte qu'effectivement, les 2 degrés, on n'y arrivera pas, et que l'adaptation, ça devient une des composantes incontournable des vulnérabilités dont on parle justement. Et ça n'est pas que les pays en développement qui parlent d'adaptation, c'est aussi les pays industrialisés de plus en plus. Et les pays en développement, ils disent on veut de l'argent pour 2 choses. On veut de l'argent pour l'adaptation, parce que c'est maintenant, tout de suite, on en a besoin. Et on veut de l'adaptation pour la transformation de nos systèmes, pour la transition énergétique, pour la descente énergétique, pour sortir du modèle dans lequel tout le monde est aujourd'hui et nous aider à sortir, parce qu'on n'a pas les moyens, objectivement, de le faire tout seul. Alors, certains pays auraient les moyens, mais d'autres ont moins les moyens. Encore une fois, je prends mon exemple des Palestiniens qui sont obligés d'acheter l'électricité et le pétrole dans le pays voisin qui s'appelle Israël. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'investir par eux-mêmes sur de nouveaux systèmes énergétiques. On pourrait imaginer que l'Union européenne, avec tout l'argent qu'elle met là-dessus, mette l'accent là-dessus. Ça vient doucement. Mais voilà. Mais donc pour moi, c'est un peu les deux, quoi. Je voulais rajouter aussi que la rupture, oui, mais pas tout seul. Que si on est tout seul dans son coin, on n'ira pas trop loin, pas très loin même. Et que c'est vraiment l'intelligence collective qu'il faut qu'on active, je pense aussi. Mais après, effectivement, on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui ne pensent pas du tout comme nous. Et donc, du coup, là, et ma question était là, et comment on fait, comment on y va, et avec quels moyens. Et là, je rejoins aussi votre question qui était, on est citoyen, avec le peu de pouvoir qu'un citoyen peut avoir dans nos démocraties contemporaines. Et donc, du coup, voilà, est-ce qu'il faut comment on fait pour se donner les moyens d'eux, ensemble. Voilà, ma question était un peu là. Je suis persuadée aussi que ça ne va pas se faire tout seul, et que ça ne va pas se faire forcément facilement. Donc voilà, comment on met ça en place, comment on avance doucement, comment on y va. Vous avez parlé tout à l'heure de ville en transition, vous avez parlé de proximité, vous avez parlé de collectivité territoriale. En fait, comme si, dans une certaine mesure, le citoyen avait été plus à même de porter son jugement aux acteurs qui sont prévenus, aux acteurs politiques qui sont prévenus. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, enfin la région parisienne en particulier, que c'est totalement l'opposé. On a la MGP, on a le Grand Paris Aménagement, très que localement, on a de moins en moins de pouvoir, de moins en moins non seulement de pouvoir, mais également de sous. Et aujourd'hui, en fait, on raisonne plus par ordonnance et par 49.3 qu'en écoutant les citoyens. Donc, quand vous parliez de colère, je pense que cette colère, elle va vraiment sortir, mais très rapidement. Et en fait, c'est peut-être la société civile qui va cristalliser tout ça et qui peut-être permettra qu'on rentre un peu plus dans quelque chose qui est supportable. En fait, la réflexion que vous avez, vous nous parlez de technologie en abondance, vous faites de l'écologie politique avec des enjeux fantastiques, vous écrivez des bouquins vachement bien. Bien sûr. Et je vais rejoindre un peu ce que disait madame. Vous nous parlez d'imaginaire, qui est quelque chose d'assez nouveau, on peut dire, dans le processus d'avancement. Mais quel est le scénario et je dirais quelle est la forme d'intelligence collective, de storytelling, parce que le storytelling, l'imaginaire, tout ça, ça n'est possible que s'il y a un dénouement. S'il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas d'histoire. Donc on va vers un dénouement lequel
et comment on travaille ce dénouement, comment on raconte l'histoire ensemble. Donc là, moi, j'ai une réflexion sur l'histoire partagée qu'on peut construire tous ensemble, et pas forcément une histoire qui nous est inspirée par des belles lectures, des bonnes réflexions, mais assez catastrophiste. Je veux dire, c'est pas, je vous regarde, mais c'est pas en pensant à vous que je dis ça. En général, le développement durable depuis 15 ans, c'est une vision catastrophiste. Les plus grands, les gens les plus populaires qui nous en parlent et qui en parlent au-delà de ce cercle-là, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'écologie, qui ne sont pas dans ces réflexions-là, eux, ce qu'ils reçoivent, c'est des histoires où le monde s'effondre. Donc, quelle histoire, quel storytelling partagé on va pouvoir créer avec un dénouement collectif à la sortie, qui sera un dénouement choisi par nous tous et par l'ensemble des nations, accessoirement, je dirais. Parce que dans ce scénario-là, le scénario des puissants qui vont déterminer le programme politique à suivre, la ligne directrice pour arriver jusqu'à un résultat que vous avez certes éprouvé par des technologies, par des chiffres, tout ça est appuyé par des théories, très bien. Où est le désir en chacun de nous? Où est le désir? C'est quand même ce qui est le nœud de départ, rendre moi j'ai monté il y a une douzaine d'années un festival où on m'a sollicité, c'est la région Nord qui m'a sollicité pour, à une époque où le développement durable n'était qu'un concept politique, pour dire, essayez s'il vous plaît de sensibiliser le Kidam au développement durable. Faites quelque chose, parce que nous, vous comprenez, on organise des conférences de consensus, mais on n'atteint pas, on est 2000 scientifiques là, mais on n'atteint pas, on touche pas le Kidam, et on touche sûrement pas le chauffeur de poids lourd, qui lui, quand on lui parle de développement durable, il dit non mais laissez tomber, pour moi c'est mort, le développement durable. Donc jamais je serai dans cet axe-là, et je ne comprends même pas comment c'est possible. Est-ce qu'il y a un scénario, le scénario du désir, pour chacun de nous, dans lequel on va se retrouver, et parce qu'on ne fait pas les choses sans désir, ça n'existe pas. Donc on ne va pas vers une transition parce que vous l'avez écrite. On ne va pas vers quelque chose qui ne nous... vous dites qu'il faut changer le mode de vie, mais une famille ne va pas changer son mode de vie parce que des gens à 8000 km ont des problèmes, ou même à côté. Donc c'est vraiment une question... il y a quelque chose qui m'échappe en fait dans tout ça, c'est comment faire naître du désir. Et pour moi, c'est pas... je vais citer un nom qui est pour moi l'antithèse de ce qu'il faut faire, c'est Yann Arthus Bertrand, qui enfin c'est exactement à l'opposé. Donc toutes ces idées-là qui sont très belles, tous ces scénarios-là qui sont destinés à vulgariser, à avoir des approches vraiment sympathiques, ne nous donnent pas un gramme de désir. Donc quelle est la forme le storytelling justement que vous proposez dans ce cadre-là? Merci. Dernière de réponse. Courte si possible, les gens sont fatigués. Mais on vous écoute. Parce que tu veux que je réponde à ça court. Déjà c'est sympa. Moi je vais vous répondre en faisant part d'un travail que je viens de finir. La région Nord-Pas-de-Calais, on vient de terminer une étude, plutôt une recherche-action sur la résilience territoriale, justement. Et Dieu sait s'il y a un territoire où on peut parler de résilience, c'est bien le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il y a eu l'effondrement de toute la période des mines, il y a eu l'effondrement de l'industrie textile, il y a de l'industrie automobile qui a été remontée après ça et qui plonge également. Et donc on a, sur la base de premiers travaux qui ont été faits, on a interviewé plein de gens, on a discuté avec plein d'acteurs, et quand je dis acteurs, c'est des associations locales, des élus, des acteurs économiques, des artistes, pas mal.
Et on a essayé de comprendre un petit peu d'abord comment eux comprenaient le concept de résilience territoriale, parce que quand on parle de résilience, on a tous en tête la résilience individuelle, la capacité à sortir d'un traumatisme, ainsi de suite, ou l'option très très mécanique de la résilience d'un matériau qui reprend sa forme après avoir été déformé. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le territoire? Et en fait, on s'est rendu compte, en croisant aussi avec des études beaucoup plus fines, des dialogues multi-acteurs beaucoup plus fins sur deux sous-territoires, enfin au sens infrarégionaux du Douaisis et le Boulonnais, on s'est rendu compte que finalement il y avait des capacités de résilience. Je vous le fais court, hein, c'est l'ouverture, la diversité, l'innovation, l'anticipation et la transversalité, et que quand dans un groupe, dans une société, dans un territoire, ces capacités-là, elles sont assez solides, à ce moment-là, le groupe, le territoire, il peut encaisser un choc et reconstruire autre chose. Et finalement, ma façon de répondre à votre question, c'est que le récit, c'est les gens qui le construisent en prenant conscience des capacités qu'ils ont pour réagir, pour reconstruire. Et il y a bien sûr un élément qui est fondamental dans tout ça, c'est la confiance qu'on a en soi-même, la confiance qu'on a dans les collectifs dans lesquels on s'investit, et la confiance qu'on construit ou qu'on a avec l'institution qui régule, qui anime le territoire. Étude super intéressante, fascinante, on a repéré plein d'initiatives remarquables, et on se dit, il y a des leviers fantastiques, et puis on ferme le boulot, et puis le lendemain il y a un sondage, Le Pen, 40% au premier tour. Et c'est aussi le dur retour à la réalité. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit hyper prudent dans nos façons de travailler, dans nos façons de parler, tout ça. Moi ça fait, j'ai fait 10 ans de Greenpeace, et puis ça fait presque 10 ans que je fais du conseil sur ce sujet-là. Avant, j'étais plutôt dans le développement local, rural, à l'autre bout de la planète. J'ai l'impression que j'ai merdé depuis 30 ans. Et en même temps, je me rends compte que pas tout à fait, parce que il y a des ficelles que je tire et qui marchent, et j'arrive à faire bouger des gens, des patrons de grandes boîtes, des acteurs dans les entreprises, des fédérations professionnelles, des acteurs dans les associations qui changent un peu leur regard sur les autres aussi, des maires ou des conseils municipaux qui se disent bah tiens, la transition énergétique, ouais, même si je rentre aujourd'hui par la facture énergétique, je leur mets sous le nez ce que leur coûte l'énergie du territoire. Et là, ils disent waouh, et si on divise, si on réduit ça de 20%, c'est autant d'argent qui peut rester là localement. Et je parle d'argent, ouais, désolé. Si on produit à partir de nos ressources locales renouvelables, on va encore réduire cette facture, et tout cet argent qu'on va économiser, ne pas acheter du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite ou de Russie, ou du gaz qui vient de Russie ou de Norvège ou d'ailleurs, eh bien, je vais pouvoir réinvestir localement et faire des services. Créer de la culture ou je ne sais quoi de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intelligente. Donc je pense que c'est en partant de l'analyse des capacités de réaction d'un territoire, moi je crois beaucoup à cette entrée par le territoire. C'est aussi pour ça que dans ma petite entreprise qui s'appelle, aujourd'hui je fais du conseil, j'ai appelé ça transition. Je n'ai pas appelé ça effondrement, commercialement ça aurait moins bien marché. Non, j'ai appelé ça transition parce que moi je crois beaucoup aux transitions, et les transitions, justement, et dans le travail qu'on a fait sur la résilience dans le Pas-de-Calais, je finirai là-dessus, on a compris, enfin en tout cas on a visualisé le fait que c'est accepter le passé, ça rejoint l'idée de sortir du déni, accepter le passé dans toutes ses composantes, le bien et le moins bien, prendre en main le présent, et se dire qu'est-ce que j'ai en main pour aller de l'avant, et puis à ce moment-là dessiner un futur. Mais il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un scénario qu'on peut raconter aux gens, sauf celui qui consiste à dire avec cette clé de lecture, vous pouvez reconstruire votre futur. C'est à vous de prendre en main les choses, et à ce moment-là ça devient positif. Merci. Qui de vous trois? Moi je voudrais juste répondre. Voilà, je crois que Agnès. Agnès elle est cramée. Pour répondre à monsieur, en fait, mais c'est à vous de inventer vos histoires, parce que moi je suis assez mauvais pour raconter les histoires et faire naître le désir, mais il y a plein de gens qui savent très bien le faire, donc le gros de la transition, ça va être vraiment pour les artistes, hein, je dis le cinéma, tout ça, parce que on recrée des récits transformatifs, des mythes. Là, on fonctionne sur des mythes de notre société libérale, au sens philosophique, depuis 400 ans.
qui tourne à plein. Donc l'industrie du cinéma se nourrit de ces mythes et on se rend même plus compte que ce sont des mythes. Le mythe par exemple que la nature c'est la loi du plus fort. Pas du tout, dans la nature il y a beaucoup d'entraide et de mutualisme et de symbiose partout, et énormément. Et c'est fou. Et un exemple, et je termine par là, mais un exemple incroyable qu'on décrit dans le livre, c'est la Nouvelle-Orléans 2005, ouragan Katrina. Vous savez, les médias, on a un souvenir de cette catastrophe. C'est des gens, des Noirs américains là sur les toits, au secours, les maisons inondées, tout ça, des hélicoptères, l'armée, et puis des pillages, des meurtres, des viols, etc. Et l'armée qui arrive pour sécuriser. C'est ça le souvenir qu'on en garde. En fait, c'est le chef de la police et le maire de la ville qui ont appelé les renforts, les militaires, pour dire il y a des meurtres, des viols et des pillages. Et en fait, c'est pas vrai. C'était pas vrai. Les renforts sont arrivés, armés, ils ont eu peur, c'est des humains aussi, les gens armés, les militaires, et ils ont tiré, ils ont mis la gâchette facile, et il y a eu des violences, et c'est plutôt l'armée qui les a créées. Et en fait, le maire de la ville et le chef de la police ont dû avouer à 2 journalistes qui ont enquêté et qui ont eu le prix Pulitzer, et ils leur ont fait dire, effectivement, c'était des rumeurs, il n'y avait pas ni de meurtre, ni de viol prouvé, c'est eux qui l'ont inventé. Parce qu'ils fonctionnent dans ce mythe-là, que si jamais l'État disparaît, c'est la loi de la jungle et la barbarie. C'est un mythe de notre société libérale. Il faut relire le philosophe Jean-Claude Michéa, le philosophe, c'est vraiment magnifique. Bref, et donc, là je vous dis ça, je suis sûr que la moitié d'entre vous n'y croit pas. C'est-à-dire qu'en temps de catastrophe ponctuelle, attentats, crash d'avion, tremblement de terre, ouragan, etc., au centre de la catastrophe, il y a quoi ? Jamais de panique. Et ça, tous les témoignages des psychologues, des sociologues le montrent. Jamais de panique. 2, auto-organisation. Et plus on est à l'épicentre, et plus on s'auto-organise. 3, comportement extraordinaire d'entraide. Et plus on est à l'épicentre, moins il y a de panique, plus il y a d'auto-organisation et plus il y a d'entraide. Ça va à l'encontre de tout le mythe de notre société individualiste et libérale. Et c'est extraordinaire ces travaux. Sur les tours du 11 septembre, les gens qui descendaient là dans les tours, les témoignages sont tous convergents. Allez-y madame, passez s'il vous plaît. C'était un calme, des comportements de galanterie, des pompiers qui savaient qu'ils allaient mourir et qui continuaient à sauver des gens. Donc de l'entraide extraordinaire. Et ça va à l'encontre. Voilà, peut-être certains d'entre vous n'y croient pas. Lisez les travaux scientifiques, c'est bouleversant. On a un travail mais incroyable à faire pour nous défaire de nos mythes et recréer des mythes, des nouveaux mythes, des histoires que les générations futures vont se raconter et qui vont créer une société, qui vont créer une pulsion de vie, ouvrir des chemins, ouvrir des voies. On a vraiment beaucoup à faire et c'est vous les artistes, vous faites du vent, vous faites pas du tout du vent, vous faites ça. Et moi, faire des essais rébarbatifs que personne lit et chiant avec plein de chiffres, ça touche peut-être quelques centaines, milliers de personnes, mais ça ne va pas changer le monde. On a besoin de toutes les forces et de toutes les sensibilités. Merci. Merci. Bruno Rebel a une toute dernière annonce à faire et ensuite je conclurai. Je fais une page de publicité parce que en cette période où il faut se bouger, il se trouve que je suis aussi président, je m'occupe d'une association qui s'appelle Planète Urgence, qui entre autres choses fait de la reforestation dans les pays en développement. On a planté déjà 5 millions d'arbres avec l'idée que le processus de reforestation soit avant toute chose un processus de réappropriation de l'économie locale. Quand on restaure de la mangrove, derrière c'est la pêche, c'est restaurer l'écosystème pour permettre aux gens de bosser à partir de là. Et à l'occasion de la COP21, on a monté une petite opération, c'est une petite association, donc voilà. Et l'idée c'est justement, puisqu'on a aussi besoin de solidarité, je surfe là-dessus, vous pouvez offrir un arbre aux gens que vous aimez, qui à leur tour offriront un arbre aux gens qu'ils aiment. Et comme ça, on s'aime, voilà, je t'aime, je s'aime, Paris s'aime. On l'a mis sur Paris parce que la COP21, voilà. 1 € là. Et pour 1 €. Voilà. Mais simplement, l'idée, c'est de faire boule de neige, boule de verre, voilà. Merci. Merci Bruno. Merci. Quelques mots pour conclure. D'abord, pour vous remercier tous, les présents encore et ceux qui sont déjà partis, qui ont assisté à l'essentiel du débat.
ils avaient des choses à faire sans doute. Merci aux 4 intervenants d'être venus en bravant les éléments et les problèmes sur la ligne du tramway T1, je crois. Merci aux militants du groupe écologiste Europe Écologie des Verts de Romainville qui ont passé 1 mois et demi au moins à préparer cette affaire. C'était pas simple et qui ont permis de nous réunir dans ce cadre-là. Vous voyez qu'ils sont encore à l'œuvre puisque les prises de vue vont être montées dans des délais records d'ici demain soir, on m'a dit. Non, c'est pas vrai, d'ici quelques jours ou quelques semaines si ça prend trop de temps. Et ce sera mis en ligne, on vous tiendra au courant si vous nous faites l'amabilité de nous laisser vos coordonnées dans le petit papier qui va circuler bientôt parmi vous, où vous pourrez nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous envoie au moins la trace vidéo de ces échanges. Je pense qu'on va refaire des choses comme ça, parce qu'on était un petit peu, c'était un coup d'essai, et vu la qualité du débat, et on vous en remercie, mais aussi l'affluence à laquelle on ne s'attendait franchement pas, je pense qu'on va refaire ça, on va trouver, il y a 1000 choses encore à se dire sur le même thème et sur des thèmes assez voisins. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous inviter de nouveau. Maintenant vous connaissez la route. Et voilà. Et toute dernière chose, je voudrais... Oui, alors, je vois Fernando qui s'agite pour me rappeler que nous avons installé au fond de la salle une librairie dans laquelle vous pourrez trouver pour la modique somme du marché, du prix du marché, on ne fait pas de rabais, les ouvrages de nos invités et quelques autres. On a fait une sélection de bouquins voilà, qui traitent de la COP21 et qui sont plutôt pas mal. Et toute dernière chose, je voulais conclure en remerciant, comment on dit, Lucas, notre ami qui, au fond de la salle, a passé quelques heures à crayonner pour nous faire ces caricatures, ces dessins contre le réchauffement climatique, voit-on au-dessus d'une assemblée de la COP21, contre le réchauffement climatique, économisons l'énergie. Et l'intervenant dit, donc on est d'accord, on va en faire le moins possible. Réchauffement climatique sur un fond un peu brumeux, de fumée, de centrales thermiques à plein régime. Réchauffement climatique, il va falloir changer notre façon de vivre. Un automobiliste au premier plan dit plutôt crever. Et enfin, un homme au chapeau haut de forme représentant comme il se doit le capitalisme international, mesure, et COP21, c'est promis, on va prendre des mesures. Voilà, merci à Lucas, merci beaucoup. On va mettre tous ces documents en ligne. Pour l'instant, on a une page Facebook dont je me suis désabonné il y a quelques mois pour entrer en résilience, parce que je pense que c'est assez nocif pour la santé mentale, ces choses-là, mais c'est un point de vue très personnel. Donc pour l'instant, on a un site Facebook qui va nous permettre de mettre tout ça en ligne, mais c'est promis, on va faire quelque chose de mieux pour mettre tout cela en valeur, ces travaux présents et à venir, c'est promis, on se reverra bientôt. On termine autour d'un pot de l'amitié, et je crois qu'il y a